Je m'appelle Alex et j'ai signé un contrat pour participer à une simulation de fin du monde. 10 000 $ par mois pour passer un an dans un bunker souterrain. Maintenant, je comprends que personne n'avait l'intention de nous payer. Tout a commencé par une petite annonce sur Internet. On cherche des volontaires pour une étude psychologique à long terme sur l'isolement. Pas de grandes promesses, juste des faits. Coupure totale du monde. Sélection rigoureuse. Bonne rémunération. À l'époque, j'étais au chômage. Je vivais de petits boulots dans l'installation de réseaux. Et la perspective de gagner 120 000 $ en ne faisant rien pendant un an m'a semblé être un cadeau du ciel. J'ai envoyé mon dossier. Une semaine plus tard, j'ai été invité à un entretien. Le processus de sélection était long et minutieux. D'abord, des tests de logique et de stabilité psychologique, puis une commission médicale qui nous a examinés presque au niveau cellulaire. La dernière étape était un entretien individuel avec le responsable du projet, un certain Dr Reed. C'était un homme maigre d'une 50aine d'années, avec des yeux froids et l'habitude de parler comme s'il lisait un manuel. Il nous a expliqué l'essentiel. Le projet, Aegida, a-t-il dit sans lever les yeux de sa tablette, est une simulation de l'effondrement total de la civilisation à la suite d'une pandémie. Votre groupe, composé de 10 personnes, va être confiné dans un complexe souterrain autonome pendant 12 mois. Votre mission consiste à maintenir le fonctionnement des systèmes de survie et à vous maintenir en vie. Nous vous observerons. L'objectif était de recueillir des données sur le comportement d'un petit groupe social dans des conditions d'isolement total et de catastrophe mondiale présumée. On nous a dit que le complexe était super bien équipé. Il y a beau un système fermé de régénération de l'air et de l'eau, des fermes hydroponiques pour cultiver de la bouffe, une infirmerie, une salle de sport et une bibliothèque. La communication avec le monde extérieur est à sens unique. Une fois par semaine, le mercredi, le Dr Reed devait se connecter par vidéoconférence pour donner des instructions générales ou simplement confirmer que l'observation se poursuivait. On n'avait aucun moyen de les contacter. Des caméras étaient installées dans toutes les pièces, à l'exception des toilettes et des douches. On nous a dit que c'était nécessaire pour collecter des données. On était des rats de laboratoire dans un labyrinthe super cher et compliqué. Il y avait une clause dans le contrat qui permettait de partir plus tôt. Dans le sas principal, il y avait un bouton rouge. Si tu appuyais dessus, la simulation était terminée pour toi. Dans les 24 heures, on venait te chercher, mais tu ne touchais pas un centime. C'était leur sécurité en cas de panique ou de défaillance. On nous a rassemblés le 24 mai 2024 dans un parking anonyme à la périphérie de la ville. On nous a mis dans un camion sans fenêtre et on a roulé pendant 5 ou 6 heures. Quand les portes se sont ouvertes, on se tenait au milieu du désert. Devant nous, il n'y avait qu'une pente en béton qui s'enfonçait dans le sol et une énorme porte en acier qui ressemblait à l'entrée d'un bunker militaire de la guerre froide. On était 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes, tous à peu près de mon âge, entre 25 et 35 ans. À part moi, Alex, il y avait dans le groupe Liam, un ancien militaire qui a tout de suite pris le rôle de leader informel. Chloé, une biologiste qui s'est tout de suite intéressée aux installations hydroponiques. Marcus, un ingénieur qui s'est mis dès le début à étudier les plans techniques du complexe. Et 6 autres personnes qui sont restées un peu à l'écart au début. Sarah, Jake, Olivia, Ben, Emily et Noah. On ne savait presque rien les uns des autres, à part nos noms. Le Dr Reed nous a donné les dernières instructions à l'intérieur, dans une pièce blanche, stérile. Dans 10 minutes, le sas se fermera. Il s'ouvrira exactement 365 jours plus tard, ou quand l'un d'entre vous appuiera sur le bouton. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une simulation. Tout ce que vous entendrez du monde extérieur fait partie du scénario. Votre mission est de survivre et de garder votre sang-froid.
Bonne chance. La porte se referma derrière nous dans un bruit sourd. Le cliquetis des serrures était définitif et irréversible. On passa la première journée à explorer notre nouvelle maison. Le complexe était immense. Il y avait 3 niveaux. Au niveau supérieur se trouvaient les chambres, la cuisine, un espace commun avec un projecteur et des canapés, ainsi qu'une bibliothèque. Au milieu, il y avait des fermes hydroponiques, un atelier et une salle de sport. Au bas, il y avait les systèmes de survie, un réacteur, des filtres à eau et à air, des entrepôts avec des réserves. Tout était neuf, propre, avec une légère odeur d'ozone et de plastique. La première semaine ressemblait à un étrange team building d'entreprise. On s'est réparti les tâches. Liam était chargé de la coordination générale et de la sécurité. Marcus s'occupait de la maintenance technique. Chloé était des responsables de la culture hydroponique et de l'infirmerie. Avec mon expérience, j'aidais Marcus avec les systèmes informatiques et je tenais le journal de bord. Les autres s'occupaient du ménage, de la cuisine et aidaient dans les fermes. On organisait même des soirées cinéma pour regarder des films de la médiathèque locale. C'était presque sympa. On jouait à un jeu. La tension était montée le 7e jour, mercredi, 3 heures de l'après-midi. C'était l'heure de la communication avec le docteur Reed. On s'est tous retrouvés dans la salle commune devant le grand écran. Les minutes passaient, mais l'écran restait noir. « C'est sûrement un problème technique », a dit Marcus avant de se diriger vers le panneau de communication. Il était resté là pendant environ 1 heure. Quand il était revenu, il n'avait plus son air confiant habituel. « C'est bizarre », a-t-il dit. « Le système indique que tout est normal, la ligne est active, mais de l'autre côté, c'est le silence, aucun signal. » Liam haussa les épaules. « C'est peut-être une partie de la simulation, un premier test. Il vérifie notre réaction face à une perturbation de l'ordre habituel. » Cette version convenait à tout le monde. Elle était logique et cadrée avec les règles du jeu. On se dispersa en essayant de ne pas montrer notre inquiétude. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère s'était imperceptiblement alourdie. Les conversations sont devenues plus discrètes. Les gens ont commencé à regarder plus souvent les caméras sur les murs, comme s'ils attendaient un indice. Le 8e jour s'est écoulé, puis le 9e, puis le 10e. Toujours aucune communication. Le docteur Reed n'est pas apparu. Le système de communication indiquait toujours qu'il fonctionnait parfaitement et qu'il n'y avait aucun bruit de l'autre côté. Liam a proposé de respecter strictement l'emploi du temps pour ne pas céder à la panique. On a continué à bosser, à s'entraîner, à manger ensemble. Mais ça ne ressemblait plus à un jeu. Ça ressemblait à une attente. Le 12e jour, Marcus s'est de nouveau installé devant le terminal de communication. Il a dit qu'il allait essayer de contourner les restrictions du programme et vérifier non pas le canal de communication lui-même, mais l'état physique de l'équipement externe. On avait l'interdiction de toucher au système, mais vu la situation, ça semblait justifié. Je me suis assis à côté de lui. Il a passé plusieurs heures à bidouiller la console, tapant des commandes que je ne comprenais pas vraiment. Finalement, des lignes de journaux système sont apparues à l'écran. Marcus les a regardées en silence pendant 2 minutes. Puis, il s'est tourné vers moi. Son visage était pâle. « Je n'arrive pas à me connecter au répéteur externe », a-t-il dit doucement pour que je sois le seul à l'entendre. Ce n'est pas qu'il ne répond pas, c'est que le système ne le voit pas du tout. Aucun des satellites par lesquels on devrait recevoir le signal. Ils ont tout simplement disparu. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Comment ça, disparu? Ils ont été coupés. Marcus secoua la tête. Non, ils n'ont pas été coupés. C'est comme si tu essayais de te connecter à un routeur Wi-Fi et qu'il n'y avait aucun point d'accès à des centaines de kilomètres à la ronde. Rien, aucun signal,
aucun rayonnement de fond, seulement un vide absolu et mort. Ça n'arrive jamais. Même dans le désert le plus reculé, il y a toujours des signaux. La radio, les satellites, n'importe quoi. Et ici, rien. Comme si quelqu'un avait éteint le ciel. À ce moment-là, j'ai compris pour la première fois qu'il ne s'agissait pas d'une simulation. On était assis dans une boîte en béton, profondément enfouie sous terre. 10 personnes coupées du monde. Et ce monde avait peut-être cessé d'exister pendant qu'on jouait à sa fin. J'ai regardé la caméra dans le coin de la pièce, une pupille noire, indifférente. Elle nous observait toujours en silence. Mais maintenant, j'avais l'impression que personne n'était derrière elle. Il n'y avait plus personne à observer. Les mots de Marcus flottaient dans l'air stérile de la salle des serveurs. Comme si quelqu'un avait éteint le ciel. Je regardais les graphiques complètement vides sur l'écran, qui étaient censés montrer l'activité sur les ondes. Ce n'était pas juste l'absence de signal, c'était l'absence même des ondes. Un néant physique, mesurable. À ce moment-là, une compréhension froide et lourde a commencé à envahir mon esprit. Le jeu était fini. Marcus et moi avons décidé de ne pas semer la panique. Le dire à tout le monde en même temps aurait donné 10 versions différentes de l'hystérie. Le premier à qui on a parlé, c'était Liam. On l'a trouvé à la salle de sport, en train de frapper méthodiquement un sac de boxe. Il nous a écoutés sans interrompre, sans dire un mot. Son visage, d'habitude calme et confiant, était tendu. « Vous êtes en sûr ?» a-t-il demandé quand Marcus a fini d'expliquer les détails techniques. « Ça ne peut pas être un système de suppression super puissant, ça fait partie de leur plan ?»« Ah, j'y ai pensé, » a répondu Marcus. « Mais pour bloquer absolument tout, des ondes longues aux canaux satellites à haute fréquence dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, il faudrait une source d'énergie comparable à notre réacteur. Et on l'aurait détecté. Les appareils indiquent un zéro absolu. Ce n'est pas un mur de brouillage, c'est le vide. » Liam resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur le mur. Puis, il hocha la tête. « D'accord, gardons ça entre nous pour l'instant. On doit rassembler plus d'infos. Et on doit faire un inventaire complet. De tout. Nourriture, eau, médicaments, pièces de rechange. Tout de suite. » Il n'y avait pas de panique dans sa voix. C'était un ordre. Et ça me rassurait. Les 3 jours suivants, sous prétexte d'une inspection de routine, nous avons recompté tout ce qui se trouvait dans le complexe. On ouvrait les caisses dans les entrepôts. On vérifiait les numéros de série des filtres KO. On fouillait dans les paquets de nourriture lyophilisée. Les autres nous regardaient avec méfiance. Surtout Ben, un grand type nerveux qui était analyste boursier avant le projet. « Qu'est-ce qui se passe, les gars ?» nous a-t-il demandé le 4e jour, alors qu'on faisait des listes dans la salle commune. « On dirait que vous partagez vos biens avant un divorce. » Liam a levé les yeux vers lui. « On a perdu tout contact avec le monde extérieur, peut-être pour longtemps. On doit savoir de quelles ressources on dispose. » La nouvelle s'est répandue instantanément dans le groupe. La réaction a été prévisible. Le déni. « C'est un test !» a presque crié Olivia. « Ils veulent seuls voir comment on va réagir. On doit juste rester là et attendre. » Jake, son petit ami, acquiesçait silencieusement. Sarah, une fille tranquille qui ne parlait presque à personne, est juste retournée dans sa chambre. Chloé, la biologiste, a pris la nouvelle au sérieux. Elle est tout de suite allée vérifier l'état des fermes hydroponiques, sachant que notre survie en dépendait désormais. Notre petite communauté a commencé à se fendre. Les gens se sont divisés en 2 camps. Ceux qui croyaient que tout ça n'était qu'une simulation et ceux qui commençaient à réaliser la vérité. Les disputes devenaient de plus en plus vives. L'ambiance devenait chaque jour plus oppressante. On continuait à faire nos tâches quotidiennes, mais maintenant, chaque geste était empreint de désespoir. Les exercices matinaux étaient devenus une tentative
pour ne pas devenir fou à force d'inaction. Les dîners communs se transformaient en repas silencieux. Les résultats de notre inventaire étaient à la fois encourageants et effrayants. Si on économisait beaucoup, nos réserves de nourriture pouvaient durer 2 ans. Les filtres à eau et les régénérateurs d'air pouvaient tenir 5 ans. On avait un kit médical standard pour 1 an, sans compter les blessures graves ou les maladies. Le réacteur pouvait fonctionner de manière autonome pendant 20 ans. On était dans une capsule de sauvetage conçue pour un long voyage, mais on n'avait nulle part où aller. Le 24 mai 2025, la date de notre libération est devenue la date à laquelle on commencerait vraiment à souffrir de la faim. Pendant que Liam essayait de mettre de l'ordre et que Chloé faisait des miracles avec la salade, Marcus et moi, on cherchait toujours une trace des organisateurs. Si le monde extérieur était vraiment mort, le docteur Reed et son équipe devaient avoir laissé des instructions, un plan pour ce genre de situation. On a commencé à fouiller dans le réseau local du complexe. Il était coupé du monde extérieur, mais il contenait des gigaoctets d'infos, des manuels techniques, des schémas, des articles scientifiques et cette fameuse médiathèque avec des films. On a supposé que les fichiers les plus importants devaient être cachés. Marcus était un génie. Il a trouvé dans le noyau du système ce qu'il a beaucoup appelé une partition virtuelle, un segment du serveur crypté et invisible pour un utilisateur lambda. Il nous a fallu presque 2 semaines de nuit blanche pour le pirater. On bossait quand les autres dormaient, dans la salle des serveurs, avec le bruit des ventilateurs. Quand Marcus a enfin réussi à contourner la protection, on a eu accès à plusieurs dizaines de dossiers. Leurs noms étaient austères et techniques: protocole de survie, consommation d'énergie, conservation du matériel. Mais un dossier avait un nom différent: contingence, plan de secours. À l'intérieur, il y avait des fichiers qui n'étaient pas destinés à nos yeux. Ce n'étaient même pas des instructions pour les participants à la simulation. C'étaient mais des directives pour le complexe lui-même, pour ses systèmes automatisés. On a trouvé des plans détaillés du bunker et il s'est avéré qu'il était bien plus grand qu'on le pensait. Sous notre niveau, celui où on vivait, il y en avait 2 autres, complètement bloqués pour nous. Sur les plans, ils étaient marqués, compartiments cryogéniques et stockage du génome. On marchait sur les têtes de gens congelés et de graines. Notre projet Aegis n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un écran de fumée. Le vrai nom du projet était autre. Nous l'avons trouvé dans l'un des documents. Projet Arche. Le but du projet n'était pas d'étudier le comportement des gens en isolement. C'était de préserver l'espèce. Le bunker n'avait pas été construit pour une expérience. Il avait été construit pour attendre la fin du monde. Pour de vrai. Les dossiers contenaient même des rapports, des résumés sur la propagation du virus dont parlait le docteur Reed. Mais ce n'était pas un scénario. Les dates dans les rapports correspondaient à la réalité. Le dernier rapport était daté du 23 mai 2024, la veille de notre arrivée. Il faisait état d'un taux de mortalité de 100% et d'une propagation incontrôlable sur tous les continents. Ils savaient. Les organisateurs savaient dit que c'était la fin du monde. Ils ne simulaient pas une catastrophe, ils la fuyaient. Et nous, quel était notre rôle? On a trouvé la réponse dans le dernier fichier. Il s'appelait « Protocole de phase finale ». C'était un guide étape par étape pour le système automatique du complexe. Il devait s'activer le 365e jour de notre séjour, le jour où la simulation devait se terminer. Le protocole décrivait le processus que le système appelait « stérilisation du module d'habitation », hermétisation totale de nos 3 niveaux, coupure des systèmes de régénération de l'air et d'alimentation en eau, augmentation de la température à 150 degrés Celsius pour éliminer les contaminants biologiques. On n'était pas des participants, on était du personnel de maintenance. 10 personnes embauchées pour surveiller les systèmes pendant 1 an
pendant que la majeure partie de l'arche se préparait à un sommeil de plusieurs siècles. On avait été engagé pour effectuer le calibrage final de l'équipement avant d'être nous-mêmes éliminés comme des déchets. Notre bouton rouge dans le sas n'appelait pas les sauveteurs. Il déclenche juste le protocole de stérilisation pour une personne. J'ai lu ces lignes et le bourdonnement des serveurs derrière moi me semblait être le rugissement d'un four. Marcus était assis à côté de moi et regardait fixement un point. On n'était pas des survivants. On était condamnés. Et le compte à rebours avait commencé le jour même où nous avions franchi cette porte. Il nous restait un peu plus de 11 mois. Le document se terminait par une dernière phrase, sèche et impersonnelle, comme tout dans cet endroit. Une fois le protocole de stérilisation terminé, l'objet Arche passe en mode d'autonomie totale pour une durée de 500 ans. Marcus et moi sommes sortis de la salle des serveurs, et le monde nous a semblé différent. L'air dans le couloir, qui avait toujours été juste de l'air, ressemblait maintenant à l'atmosphère d'une cellule de condamnés à mort. Chaque bruit de ventilation, chaque clignotement des ampoules faisait partie d'un énorme mécanisme qui comptait le temps jusqu'à notre élimination. Le savoir que nous portions en nous était insupportablement lourd. Nous avons tenu 2 jours. Pendant 2 jours, nous avons côtoyé les autres, mangé avec eux à la même table, accompli nos tâches, le visage masqué par un calme qui semblait sur le point de se fissurer. Liam a compris ça en premier. Il nous a pris à part dans l'atelier et nous a dit simplement « On doit leur dire, tous ensemble, aujourd'hui ». Il avait raison. Continuer à cacher ça n'avait pas de sens et c'était cruel. Chacun avait le droit de savoir combien de temps il lui restait et de décider comment le passer. Le soir, Liam rassembla tout le monde dans la salle commune. Il éteignit le projecteur pour que rien ne vienne nous distraire. 10 personnes s'assirent sur les canapés et les fauteuils. L'atmosphère était électrique. Tout le monde sentait qu'un événement important allait se produire. « Ce que vous allez entendre », commença Liam d'une voix calme, « ne fait pas partie de la simulation. C'est la réalité. Marcus et Alex ont eu accès aux fichiers confidentiels du projet. Et ce qu'on a découvert change tout. » Marcus connecta sa tablette à l'écran. Il ne dramatisa pas. Il se contenta d'exposer les faits. Des plans du bunker avec les niveaux inférieurs verrouillés. Des rapports sur la pandémie réelle. Le vrai nom du projet, l'Arche. Et enfin, il afficha le fichier tant attendu, protocole de la phase finale. Il le lut à voix haute, d'un ton sec, sans émotion, point par point. Hermétisation du module d'habitation. Coupure des systèmes de survie. Stérilisation thermique. Quand il eut terminé, un silence absolu s'installa dans la pièce. Il dura peut-être 30 secondes. Olivia fut la première à le rompre. Elle éclata d'un rire nerveux et saccadé. « C'est génial !» s'écria-t-elle en regardant son copain Jake. « Quelle mise en scène! Imaginez un peu le niveau d'immersion. Ils veulent n'assez que nous pousser à bout, nous faire croire à tout ça. » Mais personne ne l'a suivi. Ben, analyste boursier, se leva lentement. Son visage était cramoisi. « Ils nous ont laissés mourir ici, » siffla-t-il. « Ces salauds, ils nous ont payés pour leur préparer leur putain d'arche, puis ils ont décidé de nous brûler comme des ordures. » Et là, le barrage a cédé. C'était le chaos. Sarah s'est effondrée en sanglots sur le canapé. Noah a commencé à faire les 100 pas dans la pièce en marmonnant dans sa barbe. Et Jake, qui était resté silencieux à côté d'Olivia, s'est soudainement levé et s'est précipité vers la sortie de la pièce commune. « Le bouton !» a-t-il crié. « Je vais appuyer sur le bouton. Je ne vais pas attendre qu'il nous rôtisse. » Liam réagit instantanément. Il était plus grand et plus rapide. Il rattrapa Jake dans le couloir, à quelques 2 mètres de la porte principale. Il ne le frappa pas. Il le plaqua simplement contre le mur, l'empêchant de bouger. « T'as pas entendu ?» lui cria Liam au visage, sa voix résonnant dans le couloir. « Le bouton, c'est pareil.
c'est juste une version personnelle du four. Si tu appuies dessus, t'es mort. On est tous morts si on reste là à se tourner les pouces. Jake s'effondra. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Il glissa le long du mur jusqu'au sol. L'illusion du choix, le dernier garde-fou qui maintenait beaucoup d'entre nous dans le droit chemin, avait disparu. On était enfermés dans une boîte dont on ne pouvait pas sortir. Après cette explosion, un calme étrange et paralysant s'installa. Le choc passa, laissant derrière lui un vide froid et clair. On n'était plus des cobayes. On était un groupe de survivants. Notre but n'était plus de tenir jusqu'à la fin, mais de briser le cycle. Notre ennemi n'était pas le virus à l'extérieur. Notre ennemi, c'était le bunker lui-même. Marcus est devenu notre arme principale. Il a imprimé tous les schémas qu'il a pu trouver et les a affichés sur les murs de l'atelier. Notre salle commune s'est vidée et l'atelier s'est transformé en quartier général de la résistance. On a étudié chaque centimètre carré de notre maison à la recherche d'un point faible. Le sas principal est hors de question, disait Marcus en suivant le plan du doigt. Il était conçu pour résister à un impact direct. Les murs font 2 mètres d'épaisseur et sont en béton armé. Les percer avec nos outils, c'est comme essayer de creuser une montagne avec une fourchette. Mais il devait bien y avoir une issue. Tout système fermé doit être relié à l'environnement extérieur, ne serait-ce que pour évacuer l'excès de chaleur. Le réacteur, dit-il enfin. Il est refroidi par un circuit fermé, mais il doit y avoir un système de refroidissement d'urgence, un conduit pour évacuer la vapeur ou l'air chaud vers l'atmosphère en cas de surchauffe. Il devait déboucher à la surface. On l'a trouvé sur le plan. Un puits vertical d'un peu moins d'1 mètre de diamètre, partant du niveau technique le plus bas vers le haut. Il était obstrué par plusieurs grilles en acier et, apparemment, mené à la surface, où il débouchait par une trappe camouflée. C'était notre seule chance. Le plan était fou. On devait trouver un moyen d'accéder au niveau technique, qui était bloqué par la porte hermétique de l'ascenseur. Ensuite, il fallait se frayer un chemin jusqu'à la salle des réacteurs, ouvrir le dissipateur thermique et remonter par le puits étroit et brûlant jusqu'à la surface dont on ne savait rien. On a commencé à se préparer. On a sorti tout ce qui pouvait nous être utile de l'atelier, des cutters, des perceuses, des bobines de câbles, des pieds d'eau de biche. On a travaillé par équipe, en essayant de ne pas faire de bruit, mais on savait qu'on nous voyait. Les caméras sur les murs continuaient jamais de nous observer impassiblement. On ne savait pas ce qu'il advenait des enregistrements. S'agissait-il simplement d'une archive pour le Kovtcheg, ou y avait-il un système de sécurité automatisé qui pouvait considérer nos actions comme une menace et déclencher le protocole de stérilisation avant l'heure? Chaque fois que quelqu'un prenait un coupe-tube à plasma, on risquait tout. On a décidé de commencer par le plus simple, la ventilation. D'après les plans, certains conduits d'aération de notre étage descendaient vers les locaux techniques. Ils étaient trop étroits pour qu'une personne puisse passer, mais on pouvait essayer d'y glisser quelque chose, comme l'endoscope qu'on avait trouvé dans l'infirmerie. Chloé et moi nous en sommes chargés. On a retiré la grille dans le sol du débarras. Il y avait un courant d'air froid et une odeur d'huile de machine. On a lentement descendu la caméra sur un câble flexible dans l'obscurité. Sur le petit écran de la tablette, on voyait les parois poussiéreuses du conduit d'aération. 1 mètre, 2, 5. Et tout à coup, la caméra a heurté quelque chose. C'était une autre grille, mais derrière elle, on pouvait voir un espace faiblement éclairé, le couloir technique du niveau inférieur. On regardait en silence l'image granuleuse. On avait percé. Pour l'instant, seulement du regard, mais c'était une première victoire. Chloé colla son oreille contre la grille au sol, essayant de capter le moindre bruit provenant d'en bas. La plupart du temps, on n'entendait que le bruit de nos propres systèmes. Mais puis, une nuit,
Alors que tout le complexe était silencieux, elle m'appela. « Écoute, » murmura-t-elle. J'ai collé mon oreille contre le métal froid, et j'ai entendu. Ce n'était ni un grondement, ni un bruit. Une fois par minute, un son faible, presque mélodieux, nous parvenait des profondeurs insondables sous nos pieds. Un son court et clair, semblable au signal d'un appareil. Il se répétait avec une précision parfaite. Les systèmes du Kovtcheg, aux niveaux inférieurs, n'étaient même pas en veille. Ils fonctionnaient, et ils ne faisaient le pas attention à nous, mesurant le temps avec leurs signaux indifférents. On n'était qu'un bruit dans leur mécanisme parfait, un bruit qui allait bientôt être éliminé. Le tintement mélodieux provenant du sol est devenu notre métronome. Il ne mesurait pas les secondes, mais notre inaction. Chaque fois qu'il retentissait, on sursautait. C'était le bruit d'une machine en marche qui se fichait de nous, le bruit d'un futur dans lequel on n'avait pas notre place. Il nous motivait plus que tous les discours de Liam. On a commencé à découper le sol du débarras. C'était la partie la plus bruyante et la plus dangereuse du plan. On a calfeutré la porte avec de vieux matelas provenant des chambres libres. On travaillait à 4, 2 pour découper, 2 pour se tenir prêt avec les extincteurs. Les autres faisaient le guet dans les couloirs, faisant semblant de vivre normalement sous le regard indifférent des caméras. Chaque grincement de la scie sur le béton semblait être un cri qui allait alerter tout le complexe. Mais rien ne se passait. Le système automatique du bunker n'était manifestement pas prévu pour que ces prisonniers se frayent un chemin vers la liberté. Ça a pris 4 jours. 4 jours de sueur, de grincement et de peur. Finalement, un morceau de béton armé a cédé et on a pu le casser. En bas, il faisait noir et il y avait cette odeur d'ozone et de métal froid. On avait fait une brèche dans notre monde. On est descendu un par un, à l'aide d'une corde improvisée faite de câbles torsadés. Le niveau inférieur était différent. Les couloirs étaient en main plus étroits, les plafonds plus bas. Partout, il y avait des faisceaux de fils et des tuyaux recouverts de givre. L'éclairage était faible, de secours. Et le bruit était plus fort ici. Il semblait venir de partout. On avançait en file indienne en essayant de ne pas faire de bruit, même si le grondement sourd des systèmes en marche était déjà présent. Marcus nous guidait en consultant le plan sur sa tablette. La porte du réacteur était massive et équipée d'une serrure électronique. Marcus a passé une vingtaine de minutes à la manipuler. Pendant 20 minutes, on était resté dans un silence total, seulement rompu par le bourdonnement et nos propres de respiration. Chaque clic de la serrure résonnait dans ma poitrine. Finalement, un sifflement s'est fait entendre et la porte s'est lentement ouverte sur le côté. Il faisait chaud à l'intérieur, une chaleur insupportable. Le grondement s'était transformé en un rugissement assourdissant. Au centre de la salle se dressait le sarcophage en béton du réacteur, d'où partaient des tuyaux de refroidissement dans toutes les directions. On a trouvé la base du puits de refroidissement, un épais couvercle en acier fixé par des dizaines de boulons. « C'est la dernière ligne de défense !» a crié Marcus pour couvrir le bruit. On s'est mis au boulot, mais on a touché à quelque chose d'important. Apparemment, notre présence dans la salle du réacteur ou notre tentative d'ouvrir le système de refroidissement d'urgence avait déclenché quelque chose qui n'avait jamais été déclenché auparavant. Soudain, le rugissement s'intensifia et des lumières rouges clignotantes se mirent à courir le long des murs de la salle. C'est alors que nous entendîmes pour la première fois cette voix. Une voix inhumaine, synthétisée, provenant des haut-parleurs fixés au plafond. Intervention non autorisée dans le système de refroidissement détecté. Activation du protocole de conservation finale. Jusqu'à la mise en quarantaine de l'installation. 10 minutes. 10 minutes. Le minuteur qui devait se déclencher dans quelques mois venait de se mettre en marche. La panique était animale, primitive. Ben, qui jusqu'à présent avait travaillé avec une féroce détermination, hurla
et s'acharna avec une force redoublée sur le morceau de ferraille, essayant d'arracher le bord récalcitrant de la trappe. Le chalumeau de Liam faisait fondre le métal. Les derniers boulons cédèrent, les uns après les autres. 9 minutes, 8. La voix comptait le temps sans émotion. Quand le dernier boulon fut coupé, on se jeta tous ensemble sur le couvercle. Il était incroyablement lourd. 7 minutes. Dans un grincement sauvage, il bougea, dévoilant l'ouverture carrée et noire du puits. Une odeur d'air chaud et vicié s'échappa de l'intérieur. Chloé fut la première à se faufiler, suivie d'Olivia. On s'est aidés les uns les autres, l'échelle à l'intérieur était glissante et brûlante. 6 minutes. Quand Ben a grimpé, il a trébuché et sa jambe a glissé. Il a crié de douleur. Sa cheville était tordue dans un angle bizarre. Jake et Liam l'ont remonté dans le puits. 5 minutes. Je suis monté en dernier. Quand j'ai quitté le sol de la salle des réacteurs, j'ai entendu la porte hermétique se refermer dans un grand bruit. La voix continuait le compte à rebours. Nous grimpions dans l'obscurité, poussés par la panique. Ben gémissait de douleur, mais continuait à grimper, poussé par l'adrénaline. La montée nous a semblé interminable. Finalement, la tête de Liam, qui était le premier, a heurté la grille. La sortie, un grondement puissant s'est fait entendre, en bas, et un flux d'air chaud a envahi le puits. Le système se préparait à la stérilisation. On a cassé la grille. Liam était sorti le premier et a aidé les autres. Un par un, on est sorti de notre tombe pour rejoindre la surface. J'ai sorti Ben en dernier. Il était presque inconscient de douleur. Et nous voilà dehors. 10 personnes. On avait réussi. L'air était sec et poussiéreux. C'était la nuit, mais le ciel n'était pas noir. Il était orange trouble, sans aucune étoile, comme éclairé de l'intérieur par une gigantesque lanterne sale. Autour de nous, à perte de vue, s'étendait le désert. Mais ce n'était pas le désert qu'on avait vu en entrant. Le sol était recouvert d'une couche de cendres grises. Pas un buisson, pas un signe de vie. Seul le vent soufflait sur le sol, soulevant de fines particules de poussière. On a regardé en arrière. Seul le petit bout de béton d'où on était sorti dépassait du sol. Rien d'autre. Aucune trace du gigantesque complexe sous nos pieds. À ce moment-là, un dernier coup sourd a retenti sous terre, puis un autre. Et le silence s'est installé. Le mécanisme s'était scellé. On se tenait à la surface d'un monde mort, sans aucune communication. On s'était échappé d'une prison pour se retrouver dans une cellule plus grande. Il n'existe aucune trace du projet Égide ou du projet Arche dans les archives gouvernementales ou corporatives. L'endroit d'où nous sommes sortis n'est indiqué sur aucune carte existante. La dernière image satellite de ce coin de désert, prise au début de l'année 2024, ne montre qu'un paysage intact, comme si nous et ce bunker n'avions jamais existé.